Salut tout le monde! Enfin, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur Rosa Parks. Je n'ai pas oublié le vote des shorts, je vous rassure, et je peux déjà vous dire que la prochaine histoire sera sur Joseph Ginsberg, l'homme qui s'est retrouvé seul, perdu en pleine jungle. J'ai hâte de découvrir son histoire plus en détail et de vous la présenter. Pour l'histoire d'aujourd'hui, beaucoup d'infos, j'ai appris pas mal de choses finalement. C'était très intéressant, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'espère que vous en aurez tout autant en la regardant. Alors on commence, je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. Rosa Louise McCauley est née le 4 février 1913 en Alabama. Rosa est l'aînée de sa famille. Son petit frère Sylvester est né 2 ans après elle. Leur père s'appelle James, il est charpentier, et leur mère, Leona, est institutrice. Rosa a grandi dans un milieu rural, dans une toute petite ville à Pine Level. Ses parents ont déménagé là-bas alors qu'elle était âgée de 2 ans pour se rapprocher des grands-parents maternels. Très peu de temps après, ses parents divorceront et elle vivra dans la ferme des grands-parents avec son frère et sa mère. Rosa fera l'école à domicile jusqu'à ses 11 ans, puis sa mère l'inscrit à la Montgomery Industrial School for Girls en Alabama. Vous ne serez pas surpris que ça soit une école réservée aux filles afro-américaines. On est en plein contexte de la ségrégation raciale aux États-Unis. Donc ce sont les lois Jim Crow qui dictent le quotidien des afro-américains. J'ai fait d'autres vidéos sur ce sujet. Si ça vous intéresse, vous retrouverez les liens en barre de description. Ce sont des histoires tout aussi enrichissantes et bouleversantes que celles de Rosa Parks. D'autres héros, moins connus, mais qui se sont battus aussi et dont certains ont même risqué leur vie pour changer le cours de l'histoire. L'école où était Rosa sera incendiée 2 fois par le Ku Klux Klan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un groupe d'activistes blancs, racistes et qui étaient contre l'abolition de l'esclavage. Ils étaient connus pour leur violence envers les Afro-Américains. Ils prônaient la suprématie de la race blanche. Les membres du Ku Klux Klan seront responsables de nombreux attentats qui feront beaucoup de morts afro-américains. Rosa est donc confrontée très tôt au racisme de près. Elle explique dans son livre que enfant, elle pensait que les fontaines d'eau qui étaient réservées aux Blancs avaient un meilleur goût que celles des Afro-Américains. Elle voyait aussi les élèves blancs aller à l'école en bus, tandis qu'elle devait s'y rendre à pied. Pour cette école, les bus leur étaient interdits. Elle poursuit ses études ensuite à l'Alabama State Teachers College High School. Là aussi, sans surprise, une école réservée aux Afro-Américains. Rosa souhaite obtenir son diplôme d'enseignante, mais malheureusement, elle devra interrompre ses études, puisqu'alors qu'elle est âgée de 16 ans, elle doit s'occuper de sa grand-mère qui tombe gravement malade. Puis après, c'est au tour de sa mère qui, elle aussi, va tomber malade et dont Rosa devra s'occuper. Elle commencera très tôt à travailler en tant que couturière dès ses 17 ans. Et puis un jour, elle fera la rencontre de Raymond Parks, son futur époux. C'est un barbier et lui aussi est né en Alabama. Ils se marient le 18 décembre 1932. Rosa a 19 ans et Raymond en a 29. C'est un jeune homme très cultivé et qui soutient Rosa dans ses études. Il l'encourage. Il veut qu'elle obtienne son diplôme. Donc en parallèle de son travail de couturière, elle poursuit ses cours grâce au soutien de son mari et c'est 2 années plus tard, en 1934, qu'elle obtient enfin son diplôme de fin d'études. Parks est donc son nom d'épouse et c'est sous cette identité qu'elle est principalement connue aujourd'hui. Chose que vous ne saviez peut-être pas, mais Raymond Parks, son mari, était lui aussi un homme très engagé pour la cause des droits civiques des Afro-Américains, puisque lorsqu'elle le rencontre, il fait partie de l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur. Je parlerai plusieurs fois de cette association dans la vidéo, alors je dirai la NACP. Comme l'indique son nom, c'est une association donc engagée qui se bat pour les droits civiques des personnes de couleur aux États-Unis. Elle existe toujours et son siège est actuellement à Baltimore. Elle se bat pour assurer l'égalité des droits politiques, éducatifs, sociaux et économiques de toutes les personnes et lutte contre la discrimination fondée sur la race. Et j'y reviendrai en fin de vidéo. Donc avant de connaître Rosa, Raymond se battait déjà, c'était déjà un homme très engagé. Dans sa vie, Rosa Parks ne sera pas que couturière, elle sera aussi femme de ménage chez un couple de blancs notamment qui, eux, militent aussi pour les droits civiques des Afro-Américains. Alors oui, il en existait heureusement. Ce couple, c'est Cliff Order et sa femme Virginia. Vous verrez par la suite qu'ils auront un autre rapport qu'employeur-employé.
Rosa sera aussi aide-soignante et employée dans une base militaire, la base aérienne de Maxwell, et c'est d'ailleurs là qu'elle prendra réellement conscience de la place des Afro-Américains dans son pays. Puisque là-bas, dans les transports ainsi que dans la cafétéria, il n'y a pas de ségrégation raciale. Les Afro-Américains et les personnes blanches se côtoient. Alors quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite fait le lien avec un film que je suis allée voir au cinéma il y a quelques années, Les Figures de l'ombre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une histoire vraie, bien sûr, et magnifique aussi. Pour résumer vite fait, c'est l'histoire de 3 femmes afro-américaines. Ça se passe dans les années 60. Elles travaillent pour la NASA et elles subissent la ségrégation. Alors, de par leur couleur de peau, mais aussi par leur statut de femme, puisqu'elles sont dans un milieu et une époque très masculine. Eh bien, elles aussi changeront la place de la femme afro-américaine d'une autre manière, puisqu'elles participaient à un programme pour le lancement d'Apollo 11. Et alors, petit détail, mais c'est grâce à Apollo 11 que l'homme marchera sur la Lune pour la première fois. Ces 3 femmes révolutionneront la place des Afro-Américains aux États-Unis, mais aussi le statut de la femme. Alors pourquoi je fais le lien avec le film? C'est parce que les 3 femmes travaillent dans un centre de recherche, une sorte de grand campus, et ça me fait penser un peu à une base. Et dans le film, on voit que les Afro-Américains, contrairement à la base de Maxwell où était Rosa Parks, sont séparés des Blancs. Les actrices jouent à merveille, et d'ailleurs j'en ferai sûrement une vidéo, un de ces 4. Donc je reviens à Rosa Parks. En 1940, elle et son mari décident de s'investir encore plus et ils rejoignent la Montgomery Voters League. C'est une association qui aide les Afro-Américains à réussir les tests pour s'inscrire sur les listes électorales. Parce que oui, à cette époque, les Afro-Américains, mais pas seulement, les Hispaniques, les Latino-Américains et les Amérindiens doivent passer des tests d'écriture et de lecture pour avoir le droit de voter. Et ce, même s'ils ont la nationalité américaine. 3 ans plus tard, en décembre 1943, Rosa rejoint son mari à la NACP et elle occupera le poste de secrétaire d'Edgar Nixon, qui est le président de l'association. Rosa sera sa secrétaire jusqu'en 1957. Voilà, donc là je vous ai présenté le contexte. 1943 est l'année où Rosa Parks rencontre un homme, James Blake. Alors qui est-il? C'est un chauffeur de bus, mais pas n'importe lequel, puisque c'est lui qui sera en poste des années plus tard lors de la fameuse journée de 1955. Je ne sais pas si vous le saviez, moi pas du tout. Donc en fait, Rosa Parks avait déjà rencontré ce même chauffeur de bus plus de 10 ans en arrière. Avant de continuer, je dois vous expliquer comment fonctionnent les bus dans cette ville, donc à Montgomery. Pour les Afro-Américains, ils doivent monter par l'avant pour payer leur ticket, normal vous me direz. Mais ensuite, ils doivent redescendre du bus pour remonter par la porte arrière et s'installer au fond. Sans commentaire. Autre détail, les 4 premiers rangs sont réservés aux blancs. Au milieu, c'est mixte, enfin mixte, façon de parler, puisque une personne de couleur n'avait pas le droit d'être assise à côté d'une personne blanche. Et au fond, c'est uniquement pour les Afro-Américains. L'injustice ne s'arrête pas là, puisque s'il n'y a plus de place pour une personne blanche, les Afro-Américains doivent céder la leur et rester debout ou bien parfois carrément descendre du bus. Par contre, vous vous en doutez, ça ne marchait pas dans l'autre sens. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une loi lamentable, humiliante, à vomir, etc. Là-dessus, on est tous d'accord. Donc cette journée de 1943, Rosa monte par l'avant du bus pour payer son ticket. C'est donc James Blake, le chauffeur. Ce jour-là, il y a beaucoup de monde à la porte arrière, alors elle décide tout naturellement d'aller s'installer dans le fond du bus, oui, mais sans en redescendre, simplement en traversant le couloir. James est furieux. Il l'attrape et il la sort du bus pour qu'elle remonte par la porte arrière. Mais elle n'aura pas le temps puisqu'il redémarre sans elle. Ce jour-là, Rosa Parks devra marcher plus de 8 km sous la pluie pour rentrer chez elle. Alors j'ai trouvé plusieurs versions sur ce jour-là. Je vous ai retranscrit ce qui est commun aux différents articles. Les détails après varient uniquement sur le fait que James ait sorti un revolver ou qu'il l'ait jeté du bus. Quoi qu'il en soit, la finalité reste la même. 1944. Rosa Parks est envoyée par le biais de la NACM à Abbeville pour enquêter sur le viol d'une jeune afro-américaine, Recy Taylor, par 7 hommes blancs. Alors je vous préviens, c'est une histoire tragique et vraiment dégueulasse. À cette époque, Recy est âgée de 25 ans. Cette histoire reflète bien comment étaient considérés les Afro-Américains.
Puisque les 7 hommes avoueront leur crime, leur avocat essayera de négocier une indemnisation, écoutez bien, de 600 € avec la jeune femme. Est-ce qu'on peut faire pire dans l'horreur? Eh bien oui, puisque bien sûr la proposition des 600 € sera refusée. Mais le pire, c'est que malgré les aveux des 7 hommes et 2 procès, ils ne seront jamais inculpés. Ils resteront totalement libres et sans aucune charge retenue contre eux. C'est-à-dire, pour le dire plus simplement, c'est qu'il n'y a même pas eu de poursuite engagée contre cet homme. Des années plus tard, le Parlement de l'Alabama finira par présenter ses excuses à Reishi, mais seulement en 2011, soit 67 ans après les faits. En 2011, c'est-à-dire que même dans les années 70, 80, 90 et même les années 2000, rien n'a été fait. J'insiste et je fais exprès d'énoncer les années comme ça parce que c'est si récent en fait que ça en fait peur. 30 ou 40 ans en arrière, c'est très peu, c'est moins que mon âge. Voilà, donc je trouve important de vous parler de cette histoire. Autre chose, si Rosa Parks est essentiellement connue pour avoir refusé de laisser sa place dans un bus, ce que vous ne savez peut-être pas non plus, c'est qu'avant elle, il y en a eu d'autres qui avaient ouvert la voie. Je vais vous en citer quelques-uns car elle ne fut pas la première. Par exemple, il y a eu un joueur de baseball, Jackie Robinson, et ça s'est passé au Texas en 1944. Il sera jugé, puis acquitté. Il y a eu aussi le cas d'Irene Morgan, toujours en 1944, qui avait aussi refusé de changer de place dans le bus. Pour les mêmes raisons, elle sera également jugée et aussi acquittée. Il y a le cas de Claudette Colvin, une adolescente de 15 ans, celui de Marie-Louise Smith, ou encore de Lucille Times. Alors, je m'arrête 2 secondes pour vous expliquer brièvement pour Lucille, car ça s'est passé dans la même ville que Rosa Parks et la même année en 1955. Ça s'est passé 6 mois avant. Lucille était aussi une femme très engagée dans la lutte contre la ségrégation raciale et elle faisait partie, elle aussi, de la NACP. Avec son mari, ils sont à la tête d'un café, le Times Café, qui est un centre social pour la communauté afro-américaine de la ville. Un jour, Lucille a une altercation avec un chauffeur du bus, lequel, eh bien, je vous le donne en mille, James Blake, lui-même, encore une fois. Et suite à cette altercation, Lucille a eu l'idée d'organiser un boycott des bus de la ville de Montgomery. Et alors, elle a organisé ça d'une façon excellente. Elle se met à transporter dans sa propre voiture les Afro-Américains pour leur permettre de faire les trajets nécessaires et pour qu'ils puissent participer au boycott. C'est-à-dire qu'elle allait carrément les chercher aux arrêts de bus et elle leur proposait de les emmener. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça génial. Elle organise donc le boycott et en même temps, elle trouve une solution pour ne pas les pénaliser. Tout mon respect, franchement. Et comme ça va si bien marcher, alors avec son mari, ils vont décider d'ouvrir une ligne téléphonique pour que les gens puissent réserver une course en fait comme les taxis. Toute cette histoire, tout ce boycott va quand même durer 6 mois. Donc vous le voyez, il y a eu des précédents avant Rosa Parks, beaucoup moins connus, des petites brèches mais ô combien importantes. Je vous assure que je fais de mon mieux pour ne pas trop m'égarer dans cette vidéo, mais forcément avec un sujet comme celui-ci, il m'est difficile de ne pas au moins effleurer certains sujets. Nous arrivons maintenant au fameux jour et nous sommes le 1er décembre 1955 à Montgomery. Le boycott des bus lancé par Lucille Times vient de finir il y a peu. Rosa Parks a 42 ans, elle rentre de sa journée de travail et comme tous les jours, elle prend le bus. Ce jour-là, sur qui elle retombe, est bien encore le même chauffeur, James Blake. Elle ne l'avait pas recroisé depuis son premier accrochage avec lui. Rosa monte dans le bus comme d'habitude, sauf que cette fois, elle décide de s'installer dans la partie mixte en fait. L'arrêt suivant, des personnes blanches monteront dans le bus et comme il manquait de place pour eux, le chauffeur lui demande alors de céder sa place et d'aller s'asseoir au fond. Mais Rosa Parks refuse. Voici un extrait de son autobiographie où elle confie, je la cite. Je n'avais aucune intention de me faire arrêter et d'ailleurs si j'avais fait davantage attention, je ne serais même pas montée à bord. Je ne prêtais pas attention au conducteur, comme j'avais pris l'habitude de le faire. Le temps de m'en rendre compte, j'étais déjà à bord et avais payé mon billet. Je me retrouvais face au conducteur qui m'avait fait descendre du bus 12 ans plus tôt. Il avait toujours l'air aussi méchant. Je vis une place libre dans la partie centrale du bus et m'y assis. Les gens ont répété à l'envi que je n'ai pas cédé ma place ce jour-là parce que j'étais très fatiguée, mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas particulièrement fatiguée physiquement, pas plus qu'un autre jour après une journée de travail. Je n'étais pas si vieille, bien qu'on m'imagine toujours comme une petite grand-mère, j'avais 42 ans. Mais s'il y avait bien une chose qui me fatiguait,
c'était de courber l'échine. Rosa Parks est donc arrêtée et incarcérée, elle sera libérée et c'est Edgar Nixon qui payera sa caution, le président de la NAC, pour qui elle travaillait. Rosa Parks est inculpée pour désordre public ainsi que pour violation des lois locales. Elle perdra son emploi et son mari sera licencié suite à son arrestation. C'est Clifford Durr qui prendra en charge son dossier. C'est un avocat blanc adhérent à la NAC aussi. Il défend régulièrement les Afro-Américains qui ont été bafoués, condamnés dans leurs droits. Et si vous vous rappelez bien, c'est chez lui que travaillait Rosa Parks en tant que femme de ménage. Eh bien, c'est lui qui va être son avocat. Je vous partage un autre extrait du livre de Rosa Parks. C'est à sa sortie, une fois que la caution a été payée, et la femme de Clifford Durr est là. Je cite « Madame Durr, sa femme fut la première personne que je vis lorsque je franchis la grille, escortée par 2 gardiennes. Elle avait les larmes aux yeux et avait l'air bouleversée, se demandant probablement à quel point j'avais été malmenée. Dès que je fus sortie, elle m'enlaça et m'embrassa comme si nous étions sœurs. Nous sortîmes de la prison sans beaucoup parler, mais je me souviens que c'était un moment très émouvant. Ce n'est qu'une fois dehors que je réalisais à quel point j'étais en colère d'avoir été jetée en prison. Je savais que plus jamais je ne mettrais les pieds dans un bus où régnait la ségrégation. Je marcherais jusqu'au travail s'il le fallait. Je n'avais pas pris conscience que cet incident allait créer un cas de jurisprudence. Donc la défense s'organise à tous les niveaux et c'est à partir de ce jour qu'un autre nom va commencer aussi à faire du bruit. À cette époque, il est encore très peu connu. C'est Martin Luther King, un jeune pasteur âgé de 26 ans. D'ailleurs, si une vidéo sur lui vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La nuit qui suit l'arrestation de Rosa Parks, il organise une réunion pour voir ce qu'il est possible de faire de façon non violente pour soutenir la jeune femme. De là, il créera le MEA, le Montgomery Improvement Association. Edgar Nixon le rejoindra et en fera partie aussi. Et voilà les 3 principales lignes demandes de l'association. Que les blancs et les noirs puissent s'asseoir où ils le veulent dans les bus. Ce que j'ai trouvé intéressant, direct dès la première proposition, c'est qu'ils incluent les blancs. Voilà, ça n'est pas une demande juste pour les Afro-Américains. La deuxième demande est que les chauffeurs soient plus courtois à l'égard de toutes les personnes. Et enfin, que des chauffeurs noirs soient engagés aussi. Ils organisent alors un autre boycott des bus de Montgomery qui commence le 5 décembre, 4 jours après l'arrestation de Rosa Parks. Et à la surprise de tous, le mouvement est suivi en masse. Et il est tellement suivi que la plus grande partie des bus se retrouve vide à un point tel en fait qu'il est resté au dépôt tellement il n'y avait plus assez de passagers à transporter. Le boycott va durer plus d'1 an, 381 jours précisément, et il aura mobilisé plus de 40 000 personnes. Du coup, pour que ça soit possible, ils se sont organisés autrement. Soit ils faisaient les trajets à pied, en vélo, ou alors en taxi. Les conducteurs des taxis étaient en grande majorité des Afro-Américains, et eux aussi ont participé au mouvement en alignant leurs tarifs sur ceux des bus. Il y aura des blancs également qui rejoindront le mouvement. Ils étaient une minorité bien sûr, mais il y en avait quand même. Et par la suite, c'est carrément tout un réseau parallèle de bus qui finira par s'organiser grâce à des dons. Voilà, tout ça a été organisé dans les valeurs que l'on connaît de Martin Luther King, qui prônait une résistance sans violence. Ce fut vraiment un grand mouvement de solidarité, un grand soulèvement. Alors par contre, de la violence, il y en a eu quand même, malheureusement. Martin Luther King et Edgar Nixon subiront de grosses pressions et beaucoup de menaces. Ils seront même victimes d'attentats jusqu'à leur domicile. Après un procès qui aura duré seulement 30 minutes, Rosa Parks est reconnue coupable et condamnée à une peine avec sursis et à une amende de $10 plus $4 de frais de justice. Ça, c'est le premier procès. Mais par la suite, et grâce au boycott qui aura tenu sur la longueur, c'est le 13 novembre 1956, soit plus d'1 an après son arrestation, que la Cour suprême des États-Unis finit par rendre la ségrégation dans les bus anticonstitutionnelle. Donc le boycott a tellement pris une grande ampleur et été suivi par tellement de monde que les lois ont plié. Et c'est dès le 20 décembre, pour que cela prenne effet à Montgomery, ils étaient coincés de toute façon, de par la décision de justice, mais aussi parce que plus d'1 an de boycott, eh bien, ça représente une perte d'argent colossale pour l'entreprise de bus. Voilà, et donc dès le lendemain, soit le 21 décembre, le boycott des bus cessera instantanément.
Petite parenthèse, plutôt petite question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on serait capable de s'organiser comme ça et de faire des trajets à pied, en vélo ou en covoiturage même, sur autant de temps pour défendre une cause? Personnellement, je ne suis pas sûre, mais je serais curieuse de voir ce que vous pensez de tout ça. Voilà, par contre, malgré l'arrêt du boycott et les décisions de justice, les actes de haine et de violence envers les Afro-Américains ne s'arrêtent pas pour autant. Les bus seront pris régulièrement pour cible, des églises afro-américaines seront brûlées, ainsi que les domiciles d'Edgar Nixon et de Martin Luther King. Et on sait comment ça a fini pour lui, malheureusement. Martin Luther King perdra la vie, assassiné le 4 avril 1968. La ségrégation a fini par être interdite dans les bus, mais elle sera définitivement abolie partout, seulement en 1964 dans tous les lieux publics. Et c'est encore un an plus tard, en 1965, que les textes et les tests pour avoir le droit de vote pour les personnes de couleur sont définitivement abolis. Au final, c'est très récent et c'est très flippant, du coup, je trouve. À partir de ce jour, de décembre 1955, Rosa Parks devient un symbole pour les droits civiques des Afro-Américains. Mais pour sa sécurité et parce qu'elle et son mari n'arrivaient pas à retrouver de travail, ils déménageront avec sa mère pour partir s'installer en Virginie, plus au nord, à Hampton, pour finalement poser les valises à Détroit. Là-bas, elle sera couturière jusqu'en 1965 et après, elle rejoindra l'équipe démocrate de John Conyers à la Chambre des représentants des États-Unis en tant que secrétaire. Son mari Raymond Parks quittera ce monde en 1977 emporté par un cancer. Pour lui rendre hommage, elle créera avec Ellen Eason Steele l'Institut Rosa et Raymond Parks pour le développement personnel. Hélène est une jeune femme qu'elle a rencontrée quand elle était encore lycéenne et puis par la suite elle travaillera pour Rosa Parks et les deux femmes ont toujours gardé en fait un lien et ont noué une profonde amitié. Le but de l'institut est d'aider les jeunes laissés de côté à s'orienter et à s'intégrer dans la société tout en développant leurs capacités. Ce sont des jeunes âgés de 11 à 17 ans qui sont accueillis et qui ont la chance d'échanger avec elles et avec des dirigeants nationaux. Ils font des voyages en bus à travers le monde pour participer, je cite, à des recherches éducatives et historiques. En fait, Rosa Parks poussait les enfants à faire des recherches sur des personnes qui ont œuvré à la paix dans le monde. Elle perdra aussi en 1977 son frère, 3 mois après son mari, et sa mère 2 ans plus tard, tous les deux d'un cancer également. Elle prendra sa retraite en 1988 et elle continuera après de participer à de nombreux événements pour la défense des droits civiques. Tout au long de sa vie, elle sera récompensée par de nombreux titres. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais en voici quelques-uns. Elle recevra 43 doctorats honorifiques de la part de plusieurs universités à travers le monde entier. Des centaines de certificats, de plaques, de récompenses et même de clés de plusieurs villes. Elle recevra aussi la médaille Pingarn de la NACP. C'est une médaille en fait qui est décernée chaque année à un Afro-Américain qui a œuvré de façon exceptionnelle. Rosa Parks obtiendra aussi le prix de la justice sociale de l'United Auto Workers, qui est un des plus grands syndicats de travailleurs d'Amérique du Nord. Elle recevra aussi le prix Martin Luther King pour la paix non violente. En septembre 1996, le président des États-Unis, Bill Clinton, lui décerne la médaille présidentielle de la liberté. Alors c'est la plus haute distinction que l'on peut décerner à un citoyen civil. Rosa Parks sera aussi élue par le Times Magazine comme l'une des 100 personnalités les plus influentes du XXe siècle. Un musée et une bibliothèque ont été construits en son honneur à Montgomery. Elle écrira aussi plusieurs livres, dont Rosa Parks, My Story, et puis ses mémoires en 1995. En 2000, le Rosa Parks Day, la journée Rosa Parks, est créée. Alors ça n'est pas un jour férié, c'est une célébration pour lui rendre hommage. Cette journée est fêtée en Californie le 4 février, donc la date de son anniversaire. Et dans l'Ohio et dans l'Oregon, le 1er décembre, qui est la date de son arrestation. Il y aura des films, des documentaires qui seront réalisés sur son histoire, dont The Rosa Parks Story en 2001 et qui a été filmé à Montgomery même. Elle recevra encore de nombreux prix, de nombreux hommages, vraiment, je ne peux pas tous les énoncer. En 2004, on lui diagnostique une maladie neurodégénérative
et elle finira ses jours dans la ville de Détroit et s'éteindra le 24 octobre 2005. Ce seront encore de nombreux hommages posthumes qui lui seront rendus. Son cercueil sera exposé 2 jours dans la rotonde du Capitole. Alors c'est un protocole normalement qui est réservé aux hommes politiques et aux soldats. Rosa Parks fut la première femme à bénéficier de cet honneur, ainsi que la deuxième personne afro-américaine. La première était Jacob Joseph Chestnut en 1998. Donc ce qui veut dire en fait que la première fois qu'un Afro-Américain reçoit cet hommage aux États-Unis, c'est en 1998. Avant, rien, le néant. Rosa Parks fut aussi la deuxième personne hors du gouvernement à être exposée ainsi au Capitole. La première personne était un Français, Pierre L'Enfant. Son cercueil sera ensuite exposé au musée d'histoire afro-américaine à Détroit. 700 000 personnes feront le déplacement pour s'y recueillir et lui rendre un dernier hommage. Les funérailles auront lieu le 2 novembre et là encore ce seront des milliers de personnes qui viendront à l'église, dont Bill Clinton et sa femme Hillary, des dirigeants du mouvement des droits civiques, le pasteur Jesse Jackson. C'était un homme très engagé aussi dans la défense des droits des Afro-Américains, et il y aura aussi la chanteuse Aretha Franklin. Elle chantera en son honneur une chanson qui a pour titre Le rêve impossible. Alors si je peux vous la partager ici, là je vous mets un extrait maintenant, et si YouTube bloque, je vous mets en barre de description le lien de la vidéo. Le titre de la chanson en dit beaucoup, et alors les paroles aussi. Je vous mettrai aussi en barre de description la traduction. Et j'en profite pour vous dire, du coup, n'hésitez pas à aller sous les vidéos, regarder la barre de description, parce que parfois j'y rajoute vraiment des informations intéressantes. Tous les drapeaux seront mis en berne, et derrière le corbillard, il y a un bus des années 1950 qui suit le cortège, pareil, pour lui rendre hommage. Entre le jour de son décès et le jour de ses funérailles, toutes les premières places dans les bus de la ville de Montgomery resteront vides, et à la place, on y installera une photo de Rosa Parks. Par la suite, d'autres villes, les années suivantes, rendront ce même hommage dans les bus et même dans le métro. En 2010, on donnera son nom à un astéroïde. En 2013, le 4 février, le jour de son 100e anniversaire, un timbre à son effigie sera créé. Et toujours en 2013, c'est une statue à son effigie que Barack Obama présente au Capitole. En 2019, Mattel lance une poupée Barbie à son effigie. Rosa Parks fait partie de ces personnes qui ont changé le cours de l'histoire en enfreignant les lois, une loi injuste qui n'avait pas lieu d'exister. Rosa Parks était une femme simple, courageuse, généreuse et engagée. C'est un nom que l'on ne doit jamais oublier. Une femme très inspirante. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais maintenant revenir sur l'association dont elle et son mari ont fait partie, la NAACP. Je vous ai dit en tout début de vidéo qu'elle existait toujours. Donc aujourd'hui, même si les lois Jim Crow ont été abolies il y a plus de 50 ans, j'ai retrouvé en fouillant sur internet en fait qu'en 2017, la NAACP a émis un avertissement envers les voyageurs afro-américains qui souhaitaient se rendre dans le Missouri. Je vous le mets à l'écran pour que vous puissiez le lire. Donc ça veut dire en gros qu'il vaut mieux éviter de s'y rendre. C'est grave hein, quand même d'en arriver là. C'était il y a tout juste 6 ans. L'association évolue aussi avec la société. Maintenant, elle s'engage dans d'autres combats, notamment celui de protéger les pauvres des conséquences du changement climatique, par exemple avec les inondations.
Elle s'est également prononcée en faveur du mariage gay et elle s'engage aussi pour défendre les droits des personnes homosexuelles et ou afro-américaines. Je voudrais parler aussi très brièvement du Ku Klux Klan. Il faut savoir que dans les années 2000, ils existent toujours. Même si, oui, ils sont beaucoup moins nombreux, il y a quand même toujours des membres qui revendiquent leur appartenance. Et ils sont aussi, sans grande surprise, homophobes. Je ne vais pas m'étaler sur eux, ça n'est pas le but de la vidéo, mais je trouvais important en fait de rappeler que l'histoire de Rosa Parks n'est pas si vieille que ça, et qu'aujourd'hui encore il existe des personnes persuadées d'une vérité malsaine, dangereuse et à vomir. Il faut rester prudent, je crois, dans le sens où nous vivons dans un monde où l'on prône de plus en plus la course à l'argent, au pouvoir, à la conquête, à la gloire, au toujours plus, toujours plus. Pour moi, tout ça c'est lié et je crois qu'il suffirait finalement de peu de choses pour rebasculer dans l'horreur. Voilà, j'ai essayé de synthétiser tout en gardant quand même pas mal d'informations. On pourrait enchaîner, discuter des heures sur d'autres sujets en lien avec le racisme, le respect des droits humains, l'effet de masse face à la loi. Faire cette vidéo, c'était vraiment très enrichissant à tout point de vue. J'espère qu'elle lui rend honneur, j'espère aussi que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu. Vous savez que ça me fait plaisir et vous savez aussi à quel point ça soutient ma petite chaîne dans le géant qu'est YouTube. Pour ceux qui regardent la vidéo sans être abonnés, c'est pareil. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre. Récemment, j'ai eu le temps de lire, de faire pas mal de recherches, de fouiller un peu. J'ai une longue liste de personnes à vous présenter, des histoires connues ou pas, plus celles que vous me proposez en commentaire. Je ne les oublie pas, elles sont toutes notées sur mon cahier. J'ai très hâte, mais pour l'instant, on se sépare ici. On se retrouve bientôt, je l'espère. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!